Bonjour, Salut Mathilde, comment ça va? ça va? Donc toi, c'était bien ça ton sujet de thèse, hein, c'est l'acceptabilité de la taxe C'était carbone? pas que de la taxe carbone, des politiques environnementales de manière générale et voilà, du Ok. coup, j'ai fait un sujet taxe carbone, un sujet politique énergétique et un sujet politique de protection de la biodiversité. D'accord. Voilà. Bon, ben, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tu peux peut-être commencer par nous présenter deux, trois points qui, selon toi, sont problématiques avec cette idée là, et des zones du cerveau qui nous poussent à faire certains trucs. Oui, alors, donc pour moi, il y a vraiment plusieurs, types de critiques et contestations qu'on peut apporter à cette, théorie. La première et qui a été mise en avant par beaucoup de chercheurs, c'est que c'est très réductionniste comme théorie. Donc notamment penser que la prise de décision s'explique, principalement par, l'activité du circuit de la récompense et du coup de l'activité de la dopamine spécifiquement. Ouais. C'est assez réductionniste. On sait qu'il y a tout un temps des neurosciences qui s'intéressent à la prise de décision avec, le lobe frontal qui est impliqué, plein d'autres zones. Donc voilà, déjà rien que cette idée de réduire la prise de décision au circuit de la récompense, c'est assez réductionniste. Hem Deuxièmement, penser que le circuit de la récompense, il va forcément nous pousser dans un sens anti-écologique, je pense que c'est également une erreur. Puisque par exemple, si vous faites partie d'un groupe de gens, qui est, qui sont végétariens et que vous-même vous l'êtes pas, peut-être qu'au début quand vous allez manger de la viande, vous allez encore avoir cette petite décharge de dopamine positive et en fait, comme tout votre groupe social va plutôt être contre le fait de manger de la viande, au bout d'un moment, en fait, votre circuit de la récompense va se recalibrer et va plutôt, vous envoyer des signaux positifs pour ne pas manger de la viande. Donc vraiment, le circuit de la récompense, il a pas vocation à être nécessairement, heu, anti-écologique dans sa portée. Et un dernier argument, je dirais, c'est, le fait que, penser que les zones du cerveau nous déterminent à agir contre l'écologie, peut entraîner une certaine déresponsabilisation. On pourra peut-être, y revenir. Voilà, on sait dans les études de sciences cognitives que la sensation de contrôle sur ses actions est quelque chose qui motive l'action. Donc à l'inverse, ne pas sentir de contrôle sur ses déterminants, psychologiques, ça peut être quelque chose qui paralyse plutôt que motive à l'action. Heu, donc voilà, je dirais que ce sont les 3 grandes raisons qui m'amènent à contester cette théorie. En tout Ok, cas, à apporter des super. bémols. Ok, mais on peut peut-être du coup revenir dessus tout de suite. On a vraiment des études sur cet effet-là parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose donc on reproche très souvent à ces théories-là, enfin, à ces idées qu'elles pourraient déresponsabiliser. Et on a réellement soit des études ou des enquêtes de terrain qui montrent ça? Alors, moi, j'en connais pas sur cette théorie spécifiquement appliquée à l'écologie, donc je connais pas d'étude qui ait mis les participants, OK, dans des tâches qui diraient: «Bah, voilà, votre cerveau vous pousse à plutôt surconsommer», et après ensuite mesurer sur des échelles, est-ce que les gens sont plus prônes ou pas à prendre des actions, éco-responsables. Donc ça, enfin, moi, en tout cas, j'en connais pas des études spécifiques là-dessus. Par contre, il y a eu beaucoup de revues systématiques et de méta-analyses sur le lien général entre se sentir en contrôle de ses actions, de ses déterminants de pensée et cetera et certains types de comportements dans la santé, par exemple, ou d'autres domaines qui ont été plus étudiés parce que là, quand même, cette théorie, elle est récente. Enfin, le bouquin a été publié en 2019, donc je suis pas sûre que des chercheurs spécifiquement se soient demandé: «Tiens, testons si cette théorie Hmm. particulièrement a un impact néfaste», mais en tout cas, de manière générale, on sait que le sentiment de contrôle perçu sur ses actions, est quelque chose qui est très important pour se mettre à agir. Ok. Ça t'intéresserait pas toi de le tester un jour? Je veux dire, pas faire une grosse étude, mais tu vois, juste rajouter une question dans un questionnaire. Ça serait super intéressant. Moi, donc pour ma part, je suis pas sûre de forcément continuer dans le milieu académique pur, Ah, donc zut! peut-être pas tout de suite. On n'en a pas parlé, ouais. Mais si d'autres personnes, voulaient tester ça, ça serait très intéressant de le tester. Je sais pas s'il y a une bonne manière de le faire, parce qu'il y aurait des biais, selon comment on formule la question et les échelles d'action. Si c'est de l'intention d'action, si c'est de l'action, réellement mesurée, par exemple, ça on sait qu'il y a toujours un écart entre cette intention d'action et Hmm. l'action en tant que telle. Dire qu'on a envie d'arrêter de manger de la viande et arrêter de manger de la viande, on sait qu'il y a un écart entre ces 2 choses, donc voilà, faudrait voir comment on mesure ça. Ok. Et alors, on a commencé à discuter avec Sébastien, justement, on lui a envoyé le script pour avoir ses retours.
Et une des choses qu'il nous a dites, c'est que lui, quand il avait présenté son livre ou ses idées, et notamment lors des conférences, il avait des retours de gens qui lui disaient l'inverse, qui lui disaient ah bah maintenant que j'ai pris conscience que dans mon cerveau, il y a un truc qui me pousse à toujours plus consommer, ça va me motiver à chaque fois que j'ai envie d'acheter un nouveau gadget, d'essayer de me contrôler. Cette idée que, je sais pas, une fois qu'on sait qu'on est manipulé, entre guillemets, on aurait plus tendance à se rebeller. T'en penses quoi, toi, de ce mécanisme? C'est super intéressant. Déjà, je suis contente qu'il y ait du feedback, positif, Ouais. par rapport à ça. Enfin, moi, j'en avais pas conscience, donc je trouve ça très intéressant. Alors j'ai peut-être un certain scepticisme, mais qui est lié peut-être à ma position de chercheur, hein, je ne sais pas, mais je suis tout à fait en accord avec l'idée que prendre conscience de ces biais cognitifs, des mécanismes qui nous poussent à agir, sont bénéfiques à l'action. C'est pour ça que les thérapies fonctionnent. On prend conscience de ces déterminants, j'aime pas le terme inconscient, mais en tout cas qui sont pas forcément, extrêmement conscients, heu et ça nous aide à modifier nos comportements. C'est d'ailleurs l'approche boost par rapport à l'approche nudge, qui est de dire, bah, on fait prendre conscience aux individus de leurs mécanismes, heu et pour voilà, pour leur permettre des choix actifs et pas des choix passifs. C'est là où je suis un petit peu sceptique par contre, c'est que le mécanisme qui est présenté, le circuit de la récompense, c'est vraiment un circuit extrêmement ancien, sur lequel on a vraiment peu de contrôle. C'est un mécanisme qui a été, façonné par des milliers d'années d'évolution qu'on partage avec tous les mammifères. Et c'est là où moi j'avais un peu d'inquiétude par rapport à ce livre, c'est que, hem, ce mécanisme, on a tellement l'impression qu'on peut pas agir dessus. C'est ce qui nous permet de manger, c'est ce qui nous permet d'avoir des relations sexuelles et cetera. Enfin, c'est vraiment un mécanisme du plaisir très, très, très profond, ancré dans les noyaux de ma base. Donc voilà, moi ma crainte ça aurait été que là, prendre conscience que ça nous détermine, ça nous pousse pas à l'action parce qu'on se dit: «Bah là, ce mécanisme-là, vraiment, j'y peux rien». Alors que Mm. prendre conscience qu'on est déterminé par notre environnement, par les gens autour de nous, voilà, des mécanismes psychologiques qui, là, pour le coup, ont une certaine plasticité, là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Ok, Donc voilà, je vois. je Peut-être qu'il faudrait, en même temps qu'on présente le striatum, il faudrait aussi insister sur le rôle du cortex préfrontal dans son inhibition. tout à Ce fait. qu'il fait un peu, Sébastien, il en parle, OK. mais la part qu'il lui donne dans son livre est bien plus faible que la part qu'il donne au striatum. Est-ce que tu dirais que toi, alors tu as peut-être aussi un milieu, un environnement social de chercheurs un peu biaisé, mais est-ce que tu dirais que cette idée-là, que les neurosciences pourraient nous aider dans la lutte contre le changement climatique, elle est unanimement condamnée? Ou est-ce que tu trouves, ou est-ce que tu as des chercheurs autour de toi qui pensent que les neurosciences pourraient être utiles d'une façon ou d'une autre? Alors c'est intéressant, clairement, il y a un biais de sélection, donc je parle vraiment de mon environnement, qui est le mien, et donc qui sélectionne, certaines personnes. Hem, je dirais que c'est en tout cas sur la théorie, spécifiquement du bug humain et de la dopamine, du striatum et tout ça, je connais quasiment que des personnes qui la remettent en question. Donc ça, c'est voilà, après peut-être qu'encore une fois, on est biaisé, mais je connais plutôt que des personnes qui ont tendance à condamner, en tout cas à vraiment remettre en question cette théorie. Pour ce qui est de l'apport des neurosciences plus généralement, là, je pense qu'il y a un peu moins d'opposition. Dans mon cercle de chercheurs, on n'est quand même pas très fan de l'approche, voilà, purement neuronale et cérébrale, parce qu'on pense que c'est pas la bonne échelle pour analyser les comportements écologiques, qu'il faut intervenir tellement de zones du cerveau, en fait, que c'est pas utile, par exemple, de mettre quelqu'un dans un IRM et de se dire: «Tiens, là, quand cette personne pense à l'environnement ou au changement climatique, voilà ce qui se passe», tout s'active. C'est des phénomènes beaucoup trop, on appelle haut niveau sans jugement de valeur, mais voilà, beaucoup trop, Mhm. qu'il faut intervenir beaucoup trop de mécanismes pour que ce soit intéressant de localiser. Donc voilà, je dirais que la critique, c'est plus, c'est pas la bonne échelle. C'est pas la bonne échelle pour vraiment apporter des réponses concrètes à la crise climatique. L'échelle comportementale ou cognitive au sens des mécanismes cognitifs, elle est largement suffisante et c'est là qu'on a vraiment le plus d'apport théorique, je pense, en sciences cognitives. Hem, là où je dirais que les neurosciences peuvent être intéressantes, c'est sur le mécanisme de l'éco-anxiété. Ça, c'est intéressant parce que sur l'éco-anxiété, des chercheurs ont vraiment montré qu'il y avait des zones cérébrales, similaires, activées par l'éco-anxiété, similairement à quand on a des troubles anxieux généralisés. Donc Mhm. vraiment faire conscience que l'éco-anxiété, c'est un vrai trouble d'anxiété et ça peut être reconnu comme tel. Là, je trouve que l'apport des neurosciences est intéressant puisque justement on peut comparer avec les zones qui sont activées par les troubles anxieux généralisés. Mais très sincèrement, moi, je dirais que c'est à peu près le seul champ des sciences cognitives environnementales qui ont, un intérêt pour les neurosciences, très Ok. simplement. Mais même ça, tu penses pas qu'on aurait pu
conclure que c'est de la vraie anxiété, entre guillemets, juste avec des questionnaires classiques de psychologie, qu'on aurait pu se passer des neurosciences même pour ça? Tout à fait, mais dans le milieu un peu médical où les recherches de neurosciences sont peut-être plus valorisées, c'est peut-être que ça envoie un signal, scientifique plus fort. Je suis pas d'accord avec cette idée, mais Hmm. je pense qu'il peut y avoir un intérêt sociétal à vraiment montrer que, ces zones-là sont impliquées. En tout cas, et je pense qu'il y a des médecins qui seraient pas sensibles à d'autres arguments, plus au niveau comportemental, ce qui est dommage, hein, mais voilà, je dirais que s'il y a Ouais, un ouais. intérêt, il est là. C'est des mauvais arguments, mais c'est des arguments quand même qui convainquent en pratique, quoi. C'est un peu ça le truc. Faudrait pas surfinancer cette recherche-là, mais qu'il y ait une étude, qui soit intéressée à la question me semble intéressante à citer. Ok. Et oui, le problème du niveau d'explication, c'est un problème vraiment central qui ressort là, avec nos discussions avec Sébastien, c'est que il a l'air vraiment d'être convaincu, mais sans jamais vraiment expliciter pourquoi, que les neurosciences, ça va vraiment nous permettre de franchir un cap, quoi. Mmh. Euh, c'est vraiment ça pour lui. Il parle, tu vois, on prend une métaphore qui nous a été soufflée par Mélusine, qui est que pour apprendre à faire du vélo, t'apprends pas aux gens, tu leur donnes pas un cours de physique des particules. Et lui, il répond, oui, mais les neurosciences, c'est quand même un niveau plus élevé que la physique des particules. Mais voilà, la question, c'est où est-ce que tu places cette limite entre les niveaux qui sont utiles et les niveaux qui sont pas utiles? Et lui, il a l'air de Mmh. placer la limite sous les neurosciences, alors que la plupart des chercheurs, si j'ai bien compris, ils la placent plutôt au-dessus des neurosciences. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je sais pas s'il y a des études qui ont cherché à montrer les taux de variance explicatifs des différents mécanismes justement et qu'on pourrait montrer qu'en fait l'échelon, neuronal et cérébral, il explique très peu de la variance des comportements alors qu'on regarde enfin franchement mon exemple que je cite très souvent, c'est l'idéologie politique. L'idéologie politique, c'est une des choses qui va vraiment couvrir le plus de variance dans les comportements, par rapport à l'écologie. Eh ben, c'est peut-être pas très utile de savoir exactement ce qui se passe, en termes neuronal, pour expliquer l'idéologie politique. On a juste envie de savoir qu'il y a des types de personnes qui sont plus ou moins, Mm. sensibles à certains éléments ou, enfin voilà, je donne juste l'exemple de l'idéologie politique, mais ça me semble des échelons beaucoup plus pertinents à manier. Oui, entièrement d'accord. Et quand même, du point de vue du médicament, c'est peut-être une des seules. Alors, c'est très science-fiction, très théorique, mais on pourrait quand même imaginer qu'un des intérêts des neurosciences, ce soit de permettre enfin, de créer un médicament qui permet de moins consommer, par exemple, comme on a pu le faire dans d'autres cas pour l'addiction au tabac ou ce genre de choses. Euh, T'en penses quoi de cette idée? Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction? Ouais, moi je suis assez sceptique, j'entends l'argument, mais je suis assez sceptique parce que je pense qu'en fait, c'est pas simplement la consommation, c'est un mode de vie global, c'est une sensibilité. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Baptiste Morisot qui montrent qu'en fait, on a une crise globale de la sensibilité par rapport au vivant et ça, je pense pas que juste un médicament, pour, heu qui agirait sur la consommation et je pense que c'est de la science-fiction d'arriver à simplement, agir sur la consommation et pas tout le reste quand on voit déjà les antidépresseurs et les anxiolytiques à quel point c'est difficile de les faire agir simplement sur, ce sur quoi ils sont censés agir et pas le reste, voilà, déjà je suis un peu sceptique sur le fait que ça fonctionne, mais même si ça fonctionnait, je pense que ce qu'il faut qu'on travaille, c'est consciemment notre rapport conscient au vivant, pourquoi on n'arrive plus à se soucier des autres, êtres vivants, pourquoi ça ne nous touche pas, qu'il y ait, un pourcentage, incroyable de la biodiversité qui disparaisse. Voilà, pour moi, c'est plutôt des approches conscientes de type, peut-être, méditation ou, groupe de parole, sensibilisation diverses et variées. Je pense que la voie consciente me paraît plus sûre, que, qu'un médicament qu'on prendrait sans changer du tout, ses autres comportements et ses autres attitudes, Ouais, ouais, bien selon sûr. On pourrait imaginer que ce soit, même si ce serait pas la solution miracle, on pourrait imaginer que ce soit un petit outil en plus dans l'arsenal de je sais pas qui d'ailleurs. Je sais même pas si on mmh, enverrait les gens chez les médecins pour les faire changer mmh. sur le plan écologique, mais Je pense que la thérapie serait plus sûre. J'enverrais plus les gens chez des psychologues pour voir pourquoi qu'est-ce qui les pousse à consommer, en fait? Qu'est-ce qui chez eux, fait ça? On voit que tout le monde n'a pas tendance à surconsommer, donc c'est bien qu'il y a des variabilités sur lesquelles on peut travailler, qui tout le monde ne surconsomme pas tout le temps. Voilà, je pense que vaut mieux travailler les causes que les conséquences. ok, très bien. Bah, c'est déjà un beau mot de la fin, mais si tu veux en rajouter un autre sur ce que tu veux, je sais pas, un message important à faire passer. Et ben, là, voilà, on a beaucoup parlé de est-ce que les neurosciences ou pas peuvent avoir un un apport par rapport à la crise écologique. Ouais. Je voudrais quand même souligner qu'on tombe pas dans l'excès inverse de penser que toutes les sciences cognitives, dont la psychologie environnementale et autres, sont,
ne sont pas utiles. Justement, je pense qu'au-delà des neurosciences, par contre, la psychologie environnementale, l'économie comportementale, l'anthropologie cognitive sont vraiment des disciplines qui sont très, très intéressantes et des disciplines aussi, en dehors du champ des sciences cognitives, hein, l'économie, la sociologie, mais voilà, j'aimerais dire que si on critique beaucoup cette approche des neurosciences, c'est pas une critique globale de l'apport psychologique et de l'apport cognitif. Et justement, nous, avec, Aurore, Meghizine et pas mal d'autres, chercheurs en sciences cognitives, on pose l'idée que c'est intéressant de prendre en compte la psychologie humaine pour mieux comprendre les comportements, environnementaux. Ouais, ouais, tu as complètement raison de le rappeler parce que quand on dit neurosciences, c'est peut-être pas clair pour le grand public, mais enfin, pour le grand public, neurosciences, c'est peut-être la même chose que sciences cognitives. Mais nous, dans Mmh. neurosciences, on parle plus spécifiquement de toutes ces études sur les zones du cerveau, les neurotransmetteurs, etc. Eh ben, merci beaucoup. De rien. C'était super de discuter avec toi et d'avoir ton retour un petit peu et aussi être sûr qu'on n'est pas parti complètement dans la mauvaise direction. On vise une publication, on va essayer pour le mois de septembre, mais ça prend toujours plus de temps, donc peut-être début OK, octobre, on verra. ça marche. Et ben, bon courage pour, tout ça. Merci du travail que tu fais, c'est super cool. Bah de rien, ça me fait plaisir aussi. Je me force pas. Et à une prochaine. Bonne Ouais, journée. ça marche. Salut, à bientôt.